La frugalité du Drosera, un roman feuilleton 2.0 collaboratif et un peu perché, d'Hélène du Guézou. Je dédie cet épisode aux femmes qui sont venues me voir et que j'ai écoutées à Comana dimanche dernier, 23 mars. Elles se reconnaîtront. Épisode 6, mais je le fais de bon cœur. Toute une sororité des monts d'arrêt a amorti ce choc immense. Dans le sillage de l'Héligue, ses amis m'ont appris à tenir debout. Aujourd'hui, je suis vraiment une adulte. Le chemin a été long. Je ne dirais pas que tout va bien, mais plutôt que tout va moins mal. La pauvre quiche renvoyée à ses incompétences et à sa transparence galère terriblement aujourd'hui. Terriblement, mais librement. Et je vis toujours dans mes monts d'arrêt. Il m'aurait été impossible de me diluer dans la foule, à Morlaix, à Landerneau ou à Brest. Et mes amis sont d'accord avec moi. Ce n'est pas à moi de me cacher. Dans un premier temps, j'ai fait une demande de RSA, puis des ménages chez les ligues qui m'hébergeaient, et puis après chez ses voisins. Cette solidarité toute simple m'est allée droit au cœur. Elle m'a soignée. Petit à petit, je me suis désensauvagée et je me suis laissée apprivoiser. C'est alors que l'Éligue m'a proposé de participer à ses ateliers d'écriture. Mots d'arrêt. Je ne savais pas que ce genre de choses existait, et de toute façon, lui, il m'aurait jamais laissé y aller. Maintenant, je suis libre, et c'est étourdissant. Je ne manquerai ces séances pour rien au monde. J'y apparais comme les autres participants sur un pied d'égalité, accompagné de mon seul prénom. Mon pédigré et mon histoire, je les laisse à la porte. Oh, ce n'est pas un truc pour les écrivains, du tout. L'Élique nous propose des thèmes sur lesquels elle dépose des jeux d'écriture d'une magnifique liberté. Des contes, des nouvelles et de la poésie. Et tenez-vous bien, j'ai découvert que j'étais profondément moi dans tous les mots que je confiais comme ça très simplement au petit cahier que j'ai acheté. Et je peux partager ce que je veux avec les autres participants qui jamais ne me jugent. J'écoute aussi beaucoup ce qu'ils écrivent lorsque nous partageons nos expériences d'écriture. Je prends beaucoup de notes et ça aussi, ça a vraiment tout changé. J'ai rencontré là des gens inspirants qui dévoilent d'eux ce qu'ils veulent bien partager. Moi, ça me va bien de ne pas trop en savoir et de ne pas trop en dire. Il y a Isabelle, elle est boulangère chez elle à Lampaul-Guilmillot. Il y a Patrick, un patron de café au Dourduf. Je crois qu'il écrit des livres aussi. Et puis il y a Anna. Elle est très mystérieuse. Et je m'entends particulièrement bien avec elle car comme moi, elle est bretonnante. Enfin, il y a Clarisse. Très intéressante. Je discute beaucoup avec elle. Elle est infirmière aux urgences et elle connaît beaucoup de choses qui me sont très utiles, vraiment très utiles. Je garde tous mes écrits soigneusement, que je retravaille sur mon vieux PC portable qui ne tient plus trop la charge. Et ce que j'écris prend forme. Il m'arrive de partager quelques-uns de mes poèmes les moins âpres, car j'ai la poésie brute et noire. J'y exsude ma colère. L'Élique parle d'exutoire, mais moi, je sais bien que mon œuvre est plutôt
prémonitoire. Je me suis réinventée avec mes richesses intérieures. Je suis devenue non pas aide à domicile ou femme de ménage, non, mais plutôt dame de vie pour ceux qui sont au bout de la leur. Et je suis indépendante et autonome. Terminez les ordres. Ce matin, j'ai levé et fait petit déjeuner la vieille Yvonne à Bottmer. Elle est silencieuse et grise. Mais quand je suis auprès d'elle, je parle sans arrêt en breton de tout et de rien. Je parle du temps qui fait, et elle prend soudain des couleurs, des jonquilles qui fleurissent sur les talus, des chevreuils qui ont traversé le chemin, des premières fraises aperçues au marché. C'est rien. Pour elle, c'est tout. Puis je ferme doucement la porte de sa maison silencieuse et je poursuis ma tournée. Je passe du temps chez Annick, à Saint-Rivoal. Une fois par semaine, c'est le jour de la bouillie d'avoine. Un authentique cérémonial. Les larmes aux yeux, elle me regarde faire et commente chaque étape, des sanglots dans la voix. Devant Annick, si vieille, si chiffonnée, les yeux noyés derrière ses verres épais, je prélève le son surnageant sur le pâton de farine d'avoine torréfiée, d'eau et de vinaigre. Ça, c'est pour les cochons que c'est, chevrotte la vieille dame. Elle se mouche avec un grand mouchoir de Cholet qu'elle froisse en boule et glisse dans la manche de son paletot. Puis, je délaie la pâte fermentée avec son content d'eau et du sel. Enfin, je place la petite marmite sur la vieille gazinière et je remue la préparation à l'aide d'un bâton à bouillie. Basiode, celui de ma grand-mère, murmure Annick, la gorge nouée. Je pose ensuite la cocotte contenant la bouillie brûlante sur la table, devant le fauteuil roulant d'Annick, et je dépose une généreuse cuillère à soupe de beurre salé qui fond très vite, formant une flaque jaune. La vieille dame mange toujours d'abord sa soupe. Les larmes roulent autour de ses souvenirs d'enfance, alors que je dispose sur la toile cirée un bol ébréché rempli de lait ribot. Elle saisit alors le geste mal assuré, les yeux rougis, à l'aide de sa cuillère de la bouillie brune brillante de beurre, et la plonge dans le bol de lait pour la refroidir un peu avant de l'engloutir avec gourmandise entre deux sanglots. Cette liturgie profane me fend le cœur, mais Annick l'attend avec impatience chaque semaine. Elle lui est nécessaire pour convoquer les jours heureux, ses défunts et sa langue qui se meurt un peu. Après ça, je me rends, qu'à un qu'à, sur les chemins creux, toujours à bord de ma vieille 4L chez le vieux Fanche. Je l'aime bien aussi, Fanche, comme j'aime bien Yvonne et Annick, et tous les autres vieux au fond. Fanche est un vieil homme qui appartient à un autre temps. Il a du mal à comprendre pourquoi j'ai quitté mon mari. Il y a tant à faire à la ferme. Et 2 bras en moins, c'est un sale coup que je lui ai fait à Yann. Alors je ne discute soigneusement plus de ça avec Fanche. Il a presque 100 ans, plus aucune dent, un glaucome qui lui donne un regard laiteux et un océan de souvenirs dans lequel il barbote doucement en attendant la mort. Comme les autres vieux. Je me gare dans la cour de ce qui fut jusqu'à la fin du XXe siècle un des plus beaux corps de ferme de Sizun. Une exploitation bien tenue, oui. Aujourd'hui, la maison, les dépendances, le hangar, tout semble fondre sous la pluie, le vent et l'ennui. Fanche est resté vieux garçon et a tenu fièrement et jusqu'au bout de ses forces sa belle ferme. Il me parle tout le temps de ce cycle paysan
éternelle. Les semailles, la mise à mort du cochon, les fenaisons, les moissons, la Saint-Michel, les pardons, et ça tourne en boucle. S'il oublie immédiatement ce qu'il a mangé ce midi, ou qui est venu le voir hier, il peut en revanche parler pendant des heures du vélage difficile de sa vache préférée au printemps 49, ou des noces de la fille du Julot de Kerouat en 54. D'autant qu'avec moi, il ressasse tout ça en breton. Je rentre dans sa bulle qui s'élargit, et son sourire s'étire finement sur sa maigre mâchoire édentée aux joues creusées. Je prends soin de lui, je le lave, je le rase, je l'habille, je lave son linge, je cuisine sa soupe, et je commande son journal. Je suis ses yeux, ses bras, ses jambes, et je suis l'oreille et la langue de toute sa vie. Je fais la même chose avec Yvonne de Bottmeur, Mona de Saint-Cadou et Bernadette de Comana. Mais je bosse au noir. Surtout ne dites rien. Je fraude? Rien à battre. Je survis depuis si longtemps. Pourtant, depuis quelques semaines, tout s'est un peu amélioré. Je suis enfin rentrée chez moi. Yann n'est plus là. Il y a quelques jours, il est rentré à la ferme le temps, comme à son habitude, de boire un café tiède réchauffé au micro-ondes. La maison est dans un état depuis que je ne suis plus là. Une vraie porcherie. Ma belle-sœur passe de temps en temps faire le plus gros. Un peu de vaisselle, un coup de balai et la lessive, mais elle a déjà beaucoup à faire chez elle. Car elle s'occupe aussi de mes parents. Mes beaux-parents sont morts depuis longtemps, heureusement. Entre elle et moi, il n'y a jamais eu d'amitié, de complicité, ni de réelle solidarité, mais cet après-midi-là, elle m'a vu rentrer dans la ferme déserte. Nos regards se sont croisés, ternes de lassitude. J'y ai lu qu'elle n'avait pas parlé avant et qu'elle ne parlerait pas. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis j'ai tiré la porte derrière moi. J'ai retiré mes gants, je les ai roulés en boule dans ma poche et je suis reparti par les pâtures. Yann a donc bu son café avant d'aller chercher les vaches au champ des Tourbières, à 18 heures. Il a remonté le sentier, ouvert la clôture et appelé les mémères qui attendaient là. Les vaches sont de véritables fonctionnaires. Elles connaissent les heures de la traite par la force de l'habitude. C'est là que le café a commencé à faire son effet. Enfin, pas le café, mais l'aspirine qui y était diluée. Faut dire que l'aspirine, il est allergique. Il a sans doute porté ses mains à sa gorge à la recherche d'une goulée d'air frais, alors que sa face gonflait et qu'il s'écroulait. Ça n'a pas perturbé le troupeau, qui est passé sur son corps, qui devait certainement se débattre encore un peu, à la recherche d'un filet d'air saturé par les odeurs de bouse, d'urine et de fleurs d'ajonc. Les vaches sont descendues, tranquillement, jusqu'à la ferme et jusqu'à la salle de traite automatisée. C'est pratique, finalement. La ferme n'est plus qu'un robot géant, piloté par une IA, qui reconnaît chaque vache, lui délivre sa ration de friandises complémentées, le temps de la traite, l'oriente vers l'aire de stabulation, jusqu'à ce que la dernière ait donné au robot de traite ses 15 litres de lait. Fort diligemment, l'ordinateur a ensuite ouvert la clôture et le troupeau a remonté lentement le sentier jusqu'à la pâture dans laquelle il s'est égayé, piétinant à nouveau au passage son propriétaire, désormais mort, du moins je pense. Le lendemain matin, à 6 heures, le troupeau a docilement repris le chemin de la salle de traite, aller et retour, sans un regard pour le corps sans vie, à nouveau piétiné dans l'entrée du champ. Ce n'est que le soir que mon frère, qui prenait son tour de traite, a découvert son associé qui occupait au sol une aire sanglante singulièrement foulée
dans l'indifférence absolue des bovins. Il n'y a pas eu d'enquête. Le malaise, dû au stress, était patent. Ni mon frère ni mes parents ne m'ont averti de mon veuvage. Ma belle-sœur m'a simplement envoyé un texto laconique: Yann est mort. J'ai assisté aux obsèques dont l'avis avait été publié dans la presse. La page des avis de décès est celle que je lis en premier à mes petits vieux, à leur demande. C'est celle qui génère les plus longues conversations et déclenche les plus longues litanies de souvenirs qui se dévident en breton sur les toiles cirées de leur cuisine. Nous n'étions pas divorcés. J'étais donc veuve et j'héritais de ses dettes. J'ai revendu les parts de Yann à mon frère. J'ai simplement gardé la maison. Ma maison. Ma 4L, qui roule encore par la force de l'habitude, a ramené qu'à un cas mes paniers, mes sacs, mes cartons. Quant à ce que j'ai tiré de la vente de l'exploitation, cela n'a pas suffi à éponger tous les crédits auprès de la banque. J'ai vidé la maison de tout ce qui lui appartenait, de tout ce qui me renvoyait à lui. Et j'ai repris ma vie. Je soigne mes petits vieux, je leur parle en breton, je leur lis les avis de décès, j'écris mes poèmes prémonitoires, et je salue ma belle-sœur d'un geste de la main. 3 semaines auparavant, j'avais lu ce poème aux membres de l'atelier d'écriture de l'Éligue. Dans les landes grises de Bottmer, où les brumes s'accrochent aux ajoncs, Yann, le paysan brutal, traînait sa rage comme un linceul. Ses mains calleuses et violentes frappaient plus souvent que ne ploient les blés. Sa femme, silencieuse ombre, portait ses blessures comme un secret de pierre. Ce soir-là, le printemps verdoyait, les pinoires paissaient, massives, leurs sabots lourds de terre et de silence, prêts à transformer la vengeance en fatalité. Un mugissement, un grondement sourd, le troupeau se resserre, Yann trébuche, s'effondre, sous les sabots qui tombent, qui écrasent la terre des monts d'arrêt, reprend ce qu'elle n'a jamais donné. Un homme, ses crimes, broyé entre herbe et pierre. Un très long silence avait suivi. Oui, c'est poignant. Un poème en vers libre qui capte la brutalité d'un homme et sa fin tragique, avait dit Clarisse. Tout en évoquant la rudesse du paysage des monts d'arrêt, avait complété Isabelle. À nouveau, le silence. Naïg, pour moi ton poème suggère une forme de justice, primitive et naturelle. La terre elle-même semble reprendre ce qui lui appartient, avait murmuré Anna. Je continue à rembourser le dernier volet du crédit de la salle de traite robotisée. Mais je le fais de bon cœur.